Smart et réglo, voilà un thème qui, j'imagine, vous a un peu occupé l'esprit. En tout cas, ça a été mon cas. J'ai essayé de comprendre quand vous avez découvert, au moment de la réforme de l'assurance chômage à l'Assemblée nationale, ce concept d'abandon de poste. Et on en parle avec Étienne Pujol, avocat en droit social, Berilo, spécialiste sur ces questions en droit du travail. Alors, c'est une des dispositions de la réforme de l'assurance chômage. On en a beaucoup parlé. Alors, l'abandon de poste, de quoi s'agit-il? Parce que je me suis demandé, pour être très direct, pourquoi les députés travailler sur ce sujet, parce que quand on abandonne son poste, je me suis dit que mécaniquement, on était démissionnaire, automatiquement. Enfin, ça me semblait évident. Ouais. Ben, ça ne l'est pas. Et ça ne l'est pas, en fait. Et c'est effectivement une préoccupation qu'ont eu les députés. Ça ne vient pas du gouvernement. Hein. C'est une proposition de certains députés qui ont dit qu'il y avait peut-être un trou dans la raquette de l'abandon de poste. Alors, juridiquement, qu'est-ce que c'est? C'est un collaborateur qui, du jour au lendemain, ne vient pas travailler sans explication ou alors avec un mail disant les conditions de travail sont détériorées et je ne reviens plus travailler. Et dans ce cas-là, l'employeur, normalement, s'il est bien conseillé ou s'il est alerté, doit le mettre en demeure de reprendre son poste et le licencier pour faute grave pour abandon de poste. Mais il est vrai que... Licencié pour faute grave pour abandon de poste. Exactement. Ce qui ouvre droit à l'assurance chômage, et c'est ce dont se sont plaints certains députés qui ont mis en place cette disposition. Donc là, les députés veulent, pour être concret, tu quittes l'entreprise comme ça en claquant la porte, tu es démissionnaire, tu n'as plus de droit au chômage. Exactement. Et en fait, c'est ce que beaucoup de petits patrons pensent quand un salarié ne vient plus ou quand il envoie un mail en disant « je ne reviens plus », ils pensent qu'en renvoyant un mail en disant « bon, dans ce cas-là, tu es démissionnaire, très bien, je t'envoie tes documents de fin de contrat ». Et en fait, non, c'est l'erreur à ne pas commettre puisque si ça se passe comme ça, le collaborateur peut aller devant les prud'hommes et dire « vous m'avez considéré comme démissionnaire, mais en droit français, la démission, ça ne se présume pas et donc je considère que vous me licenciez sans cause réelle et sérieuse ». Et bim, barème Macron, et bim, de l'indemnité de licenciement. Donc vous soutenez cette initiative des députés, c'est assez logique, on quitte l'entreprise en claquant la porte sans dire au revoir à personne. Il est quand même juste ou injuste de toucher son allocation chômage, enfin, c'est quand même troublant. Alors, je ne la soutiens pas parce que techniquement ça va soulever énormément de problèmes pour les entreprises et ça crée surtout une insécurité juridique. Normalement, le processus, c'est le collaborateur ne vient pas, on en prend acte, on le met en demeure de revenir, on licencie pour faute grave s'il ne revient pas. Là, avec cette présomption de démission, qui est une nouveauté en droit français, puisque de jurisprudence constante, la démission ne se présume pas. Il faut une volonté claire et explicite, non équivoque, du collaborateur disant « je démissionne ». Et là, on peut en tirer les conséquences de la démission, ce qui pose aussi la question du préavis en disant « je le fais ou je le fais pas ». Mais en cas d'abandon de poste, il n'y a pas de présomption de démission, donc il faut licencier pour faute grave. Ce que disent les députés qui ont mis cela en place, c'est dire c'est pas juste, ça fait supporter à la collectivité de l'assurance chômage une initiative du collaborateur qui quitte volontairement son emploi, et donc c'est un scandale. Alors, un petit tempérament par rapport à ça quand même, parce que la rupture conventionnelle qui existe et qui, dans la majorité des cas, est à l'initiative du collaborateur en alternative à la démission, ça ouvre aussi droit à l'assurance chômage, c'est beaucoup moins conflictuel, là, et c'est beaucoup plus nombreux. Il y a quand même 500 000 ruptures conventionnelles annuelles qui sont faites. Vous suivez forcément ces ruptures conventionnelles de part et d'autre. Vous accompagnez en tant qu'avocat. Là, il y a une discussion, on se met autour de la table et on discute d'un montant. Exactement. Je dirais que là, c'est cadré. Quelqu'un qui quitte l'entreprise en ne disant au revoir ni au patron, ni en remerciant personne et en s'en allant, est-ce qu'il est juste ou pas? Parce que ça, c'est un débat de droit. Est-ce qu'il est juste qu'il touche quand même ses allocations? En fait, il abandonne son poste, il est licencié et c'est le licenciement qui cause, le licenciement pour faute grave, qui cause l'explication de l'allocation Pôle emploi. Mais on ne peut pas dire que la situation d'abandon de poste va priver en tant que tel le collaborateur de Pôle emploi. C'est le licenciement pour faute grave qui lui donne droit au chômage, pas la présomption de démission. Or, la rupture conventionnelle, c'est aussi une initiative, dans la majorité des cas, du collaborateur. Pourquoi aurait-il droit à l'allocation chômage de ce point de vue-là? En 2008, le MEDEF notamment a considéré que ça contribuait à la fluidité du marché du travail. Aujourd'hui, on revient sur quelque chose qui est non pas l'abandon de poste en tant que tel, mais le licenciement pour faute grave en tant que tel. Mais vous êtes un expert, un praticien. Il y a combien d'abandons de poste tels qu'on les décrit là? Je ne parle pas de rupture conventionnelle, de ceux qui quittent l'entreprise d'une manière sèche. C'est le problème qu'on a essayé de soulever, c'est que personne ne le sait. Il n'y a aucune statistique à ce sujet-là, donc on traite un épiphénomène, parce que c'est sensiblement moins évidemment que les ruptures conventionnelles, encore une fois 500 000 par an, que cette situation-là, et on est en train de créer un ovni juridique, puisque la présomption de démission n'existe pas en droit français, et puis surtout comment on gère les conséquences, à quel moment l'entreprise va lui adresser les documents de fin de contrat, si la présomption est renversée par le collaborateur devant le Conseil des prud'hommes, le texte dit en un mois on saisit le Conseil
conseil des prud'hommes, en un mois, il n'y a aucun conseil des prud'hommes qui arrive à avoir une audience en un mois. C'est pas les délais. Ça n'existe pas. Mais vous n'y croyez pas en l'état, le Sénat va bien sûr reprendre ce texte, il y aura un débat au Sénat sur l'assurance chômage. Vous dites en l'état, moi je pense que ça passe pas. Alors, politiquement, ça peut passer, puisque la droite est majoritaire au Sénat et ça a été voté à l'Assemblée nationale. Donc politiquement, ça peut passer. Juridiquement, c'est extrêmement problématique et c'est insécurisant pour les entreprises. Et c'est bien là le problème. Pour conclure, le chef d'entreprise, lorsqu'il a un salarié ou des salariés qui démissionnent, qui s'en vont, alors certains envoient des mails, certains n'envoient rien, ce n'a pas de coût financier pour lui. Non, c'est justement ça qui est intéressant entre guillemets pour l'entreprise. C'est-à-dire que les jours d'absence ne sont pas rémunérés parce que c'est de l'absence injustifiée. Le licenciement pour faute grave prive l'indemnité de licenciement et prive de préavis. Il ne reste plus que les congés payés que le collaborateur a acquis et non pris. Là, ici, avec la démission, on ne sait pas ce que va devenir le préavis. Si le collaborateur qui était présumé démissionnaire tout d'un coup réapparaît en cours de préavis, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire qu'il a repris son poste ou est-ce qu'il est en préavis ? Il peut le faire ça juridiquement ? Aujourd'hui, il ne peut pas le faire puisqu'il est licencié pour faute grave. Donc le contrat est rompu, il ne peut pas revenir pendant les 2 ou 3 mois de préavis. Mais demain, avec cette présomption de démission, s'il revient pendant les 3 mois normalement du préavis, qu'est-ce qui se passe ? Oui, donc là, ça soulève évidemment un certain nombre de points. Le Conseil constitue repassera, j'imagine, à la moulinette, tout ça, et sur les sujets que vous pointez d'ailleurs. Cette insécurité juridique que nous appelons vraiment à faire attention par les parlementaires sur ces sujets-là. Sécuriser la rupture, parce que c'est de ça dont il est question. La sécuriser, en tout cas par la technique du licenciement pour faute grave. Oui, ça existe aujourd'hui, et quand l'entrepreneur, le chef d'entreprise ou le DRH connaît la procédure, c'est quelque chose qui est assez standard et très cadré et sans coût. Alors effectivement, derrière, il y a l'allocation Pôle emploi, mais je dirais que c'est tellement marginal, en tout cas par rapport à d'autres modes de rupture à l'initiative du salarié, qu'on se demande pourquoi on a soulevé ce livre-là pendant les discussions sur la Pour le dire un peu simplement, pourquoi on s'est enquiquiné, parce que c'est un petit peu de ça dont il est question. Merci Étienne Pujol d'être venu nous rendre visite et nous avoir éclairé sur ce sujet qui paraissait évident, mais qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Avocat en droit social, cabinet Berilo. Je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. On fait une courte pause et on va s'intéresser au métaverse, à l'intelligence artificielle, au web 3.0, 4.0. C'est le monde numérique dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qu'il va transformer ? Est-ce que les entreprises vont être bouleversées ? On en parle, c'est le débat du Cercle RH, juste après la pause.